Merner. La question du jour. Cette semaine, le Parlement européen et les États membres de l'Union européenne ont adopté la taxe carbone aux frontières, ce dispositif unique au monde. Et l'une des mesures phares pour verdir l'économie européenne en taxant les importations industrielles étrangères polluantes. Bonjour Christian de Pertuis. Bonjour. Vous êtes économiste à l'Université Paris-Dauphine. On vous doit notamment 30 mots pour comprendre et agir aux éditions de Bug. Quel est le principe de cette taxe carbone? Je ne suis pas sûr que le terme vous plaise d'ailleurs, Christian. Le terme est tout à fait inexact. Il ne s'agit pas d'une taxe, mais d'un prélèvement à la frontière. Aujourd'hui, les industriels européens, par exemple, les producteurs d'acier, payent un quota de CO2 chaque fois qu'ils émettent une tonne de CO2, et l'acier importé en Europe ne paye pas cette taxe, ce quota de CO2. Et donc, la décision qui a été prise cette semaine, c'est que désormais, les importateurs de produits comme l'acier, comme le ciment, comme les engrais, vont devoir restituer un quota à l'importation pour égaliser les conditions de concurrence entre les industriels européens et les industriels à l'extérieur de l'Europe qui, eux, ne payent pas le quota de CO2. Donc ça rétablit une forme d'égalité. Ça rétablit une forme d'égalité de concurrence. C'est surtout, il faut bien comprendre que c'est lié au régime des quotas. À l'heure actuelle, les industriels européens, dans leur très grande majorité, ne payent pas leurs quotas, ils n'achètent pas leurs quotas, ils ont des quotas gratuits, si vous voulez. Et l'objectif de ce prélèvement à la frontière, c'est progressivement de substituer cette protection par la gratuité des quotas par un prélèvement à l'importation. Mais c'est ça, Christian, une taxe. C'est pas une taxe puisqu'il s'agit d'un prélèvement variable. Une taxe, si vous voulez, c'est fixe. Lorsque vous avez une taxe, vous avez un niveau fixe de la taxe. Là, c'est suivant le prix du quota de CO2 sur le marché, le prélèvement sera variable. C'est un droit à polluer ? Alors, on utilise souvent le terme droit à polluer à propos du quota. Moi, je trouve que c'est un terme inexact. Le système des quotas de CO2 n'accorde pas des droits à polluer. Il réduit les droits à polluer puisqu'on a un plafond global d'émissions et c'est une fois qu'on a mis le plafond qu'on peut échanger les quotas. Et du reste, l'un des éléments très importants de la réforme actuelle, c'est qu'on a réduit le plafond global puisque les objectifs climatiques de l'Europe ont été accrus. Le prix du quota augmente. Bon, ce que l'on peut imaginer, espérer aussi peut-être également, Christian de Pertuis, c'est que c'est la fin d'un déséquilibre finalement entre les industriels européens et ce que l'on... Faites la moue. Oui, parce que ce déséquilibre jusqu'à présent était en réalité compensé par la gratuité des quotas, si vous voulez. Le fait que les industriels recevaient gratuitement le quota était une forme de subvention. Donc on va substituer à cette subvention qui existait un prélèvement à l'importation. Ce point est très important. Il y a une bascule. C'est une nouvelle forme de protection. Donc ce n'est pas la création d'une protection nouvelle pour les industriels européens. C'est un changement de mode de protection. Voilà. Est-ce que l'on pourrait dire, par exemple, que c'est du protectionnisme vert ? Non, ce n'est pas du protectionnisme, si vous voulez. Il y a évidemment des tas de pays malveillants à l'égard de l'Union européenne qui vont nous accuser de faire du protectionnisme. C'est tout juste un acte politique très important qui consiste à dire qu'aujourd'hui, ça doit coûter d'émettre du CO2 dans l'atmosphère parce que l'accumulation de CO2 dans l'atmosphère réchauffe la planète. Et donc c'est la fin des quotas gratuits, ça aussi. C'est la fin des quotas gratuits et c'est le volet le plus important. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, un enjeu majeur pour le monde et pour l'Europe, ça va être de décarboner l'industrie, décarboner la production d'acier, la production de ciment, la production d'aluminium. Et le fait de mettre aux enchères les quotas va accélérer la décarbonation de cette industrie lourde. Par exemple, dans la production d'acier, on a déjà des pilotes en Suède pour utiliser l'hydrogène pour faire de l'acier primaire sans émettre de CO2. Est-ce que vous pourriez nous donner une idée en ordre de grandeur, par exemple, de ce que ça représente, l'acier, le ciment? C'est si important que cela dans les émissions, Christian de Pertuis? C'est très très important. La première source d'émissions dans le monde, c'est la production d'électricité. Ça représente à peu près un quart des émissions mondiales. La deuxième source d'émissions dans le monde, c'est l'industrie. Et l'acier et le ciment, à eux deux, représentent à peu près 70% des émissions mondiales qui proviennent de l'industrie. Donc, on n'arrivera jamais à la neutralité carbone si on n'est pas capable de substituer des process de production qui sont décarbonés. Et justement, comment fait-on? Est-ce que c'est possible d'avoir des process décarbonés pour ces industries-là, ou est-ce qu'elles sont nécessairement polluantes? Elles vont vous dire forcément que les lobbies, les beaux vieux lobbies vont vous expliquer que c'est pas possible, si vous voulez. Mais dès que vous mettez une incitation forte, on trouve des solutions.
Le cas de l'acier est très intéressant. Depuis que le prix du quota de CO2 est proche de 100 euros la tonne, des grands industriels comme Arcelor sortent de leurs cartons, des propositions pour décarboner la production d'acier primaire. C'est beaucoup d'ailleurs 100 euros la tonne, parce que je vous avoue de ne pas connaître le prix de la tonne d'acier. Est-ce que cela change la donne? Si vous voulez, pour un prix du quota à 100 euros la tonne, ça renchérit d'à peu près 25% la production primaire d'acier lorsqu'on utilise le système des hauts fourneaux, les aciers primaires. Donc c'est tout à fait considérable. Donc c'est des incitatifs. C'est pour ça que ce prélèvement variable à l'importation est très important, si vous voulez, parce que vous voyez qu'il va accélérer très fortement la décarbonation de certaines industries, et probablement, si on est capable de réinjecter correctement ces sommes qu'on va prélever pour financer cette décarbonation, demain, notre industrie de base sera plus compétitive dans un monde post-carbone où la compétitivité sera justement d'être capable de produire sans émettre de CO2. Bon, alors tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, sauf que cette taxe, elle ne va rentrer... Pardon, c'est pas une taxe, je vais faire discuter. Ce prélèvement variable. Ce prélèvement variable ne va rentrer en vigueur qu'en 2026. C'est tard. Pourquoi attendre autant alors qu'on a une si bonne idée, Christian de Pertuis? Alors, parce que les choses sont un petit peu compliquées. Le processus de décision européen est complexe, puisqu'il y a beaucoup de pays, il y a des acteurs différents, et parce qu'il faut du temps aussi pour mettre en place les dispositifs complets. Ceci dit, dès 2024, on va commencer à mettre en place les outils qui permettront effectivement que ce prélèvement variable soit opérationnel, soit en 2025, soit en 2026. Le truc n'est pas encore totalement arbitré. Ce prélèvement variable, vous voyez, j'apprends bien ma leçon, Christian de Pertuis, il va donc... Très bon élève. Il va nous permettre de recevoir donc des sommes considérables. Ces revenus, on va en faire quoi? Ces revenus vont être totalement alloués au budget européen. Si vous voulez. Et là, c'est une règle depuis le début de l'Union européenne. C'est qu'à l'origine, l'Union européenne, c'est une union douanière. Et donc, il a été décidé que tous les droits de douane iraient au budget européen, donc dans un pot commun. Et donc, ce prélèvement variable est considéré comme un prélèvement à la frontière. Donc, logiquement, il va abonder le budget européen. Est-ce qu'il pourrait être raffiné? Parce que donc, alors, on vient de parler, par exemple, du prélèvement variable sur l'acier. Mais alors, une voiture qui contient de l'acier, alors là, la voiture, elle n'est pas soumise à ce prélèvement variable. Alors, c'est une très bonne question qui n'est pas encore totalement tranchée. Dès le démarrage de ce projet, moi j'avais indiqué dans mes travaux d'expertise que le problème, ça allait être justement les produits transformés. Alors, c'est très variable suivant les filières. Par exemple, pour le ciment, ça compte pas du tout. Par contre, pour l'acier, c'est très important. Et effectivement, il y a en discussion encore, au niveau du Parlement et du Conseil européen, la possibilité de traiter les produits transformés, notamment l'industrie automobile, et puis aussi d'autres industries très importantes qui utilisent de l'acier, par exemple les fabricants d'éoliens. Bon, et puis dernière chose, Christian de Pertuis, est-ce que maintenant on peut imaginer une réforme du marché du carbone ? Alors, le marché du carbone, non seulement on imagine une réforme, mais elle est en discussion et elle va même être en décision à la fin de la semaine, puisqu'il y a d'autres volets dans la réforme du marché du carbone. J'en citerai deux. Un, c'est le point le plus important, le resserrement du plafond autorisé. Et puis deux, l'extension du marché carbone vers d'autres secteurs. Le secteur du transport international, aviation et maritime, et puis surtout le transport domestique et les bâtiments. Et là, tous les arbitrages ne sont pas encore tranchés. Merci Christian de Pertuis. Je rappelle que vous êtes économiste. On vous doit notamment Climat, 30 mots pour comprendre et agir aux éditions de Bock.